quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu veux me donner des clips ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un déclic aussi. Vous écoutez En joues-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 23, un retour sur Paris et ludique. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 23 de la deuxième saison de On joue-tu. Cette semaine, on est avec David. Comment ça va, David? Salut Mathieu, je vais bien, je me remets gentiment de notre beau week-end parisien. Et toi, je suppose que tu es en grande forme vu que tu es en vacances. Oui, les belles vacances. Mais tu sais, en fait, là, on enregistre ça le mercredi après PEL. Nous, on avait prévu de faire sur place, mais ça a été un peu compliqué avec tout ce qu'on avait à faire à côté. Donc, on va essayer de faire aujourd'hui un petit retour sur ce qui s'est passé pendant ce festival. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Je crois que toi aussi, hein? Ouais, exactement. C'était la première fois que je me rendais à Paris et Ludique. Donc là, j'avais un peu une double casquette. Hein. J'avais la casquette Hurricane, donc en tant qu'éditeur de jeu, parce qu'on avait un stand sur place. Et puis, pour bien sûr le podcast On joue-tu à tes côtés. Et c'est vrai qu'on aurait bien enregistré peut-être avec des invités, mais c'était pas simple de trouver un emplacement sur place. Et puis surtout, c'est vrai que nos chambres d'hôtel réciproques ne ressemblaient en rien à l'appartement en fait qu'on avait loué à Cannes et qui nous permettait d'accueillir très facilement tout notre matériel. Ouais, ce qui fait aussi que je me dis peut-être qu'à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Si on a l'intention d'enregistrer sur place, il faut aussi prendre ça en compte, tu sais. C'est vrai que moi, ma chambre d'hôtel, c'était la largeur de mon lit et puis c'était tout, tu sais. Ouais, j'avais un peu pareil. Après, c'est vrai qu'on aurait pu tester sur le festival dans l'espace pro, mais moi il y avait continuellement du monde, c'était pas simple, c'était en plein air, donc voilà, mais écoute, je crois que nos souvenirs sont encore assez neufs pour nous permettre de faire un joli retour de ce festival. Oui, et puis en plus, on a passé à deux doigts d'avoir un invité très spécial qui, ça aurait été le podcast des podcasts, hein, parce qu'on a rencontré sur place Martin Montreuil lui-même, donc venu tout droit du Québec, donc on a passé proche d'avoir le crossover des podcasts. Ouais, très proche. C'est vrai qu'on était motivé à le faire. Puis là, voilà, c'était juste une question d'organisation et de timing. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de le rencontrer. On a pas mal discuté avec lui. On a passé un repas lors d'une soirée spéciale avec une vingtaine d'auditeurs de l'autre côté du plateau et aussi pour certains de On joue-tu, donc on a passé vraiment un super moment à ses côtés. Ouais, de toute façon ça on va y revenir pendant le deuxième segment, mais avant de passer au premier, j'imagine que tu as plein de news pour nous, mais avant ça je voulais savoir, toi tu pensé quoi de notre interview avec Monsieur Théo Rivière? C'était un invité assez important, donc toi t'en as pensé quoi de cet épisode-là? Écoute, j'ai beaucoup apprécié cette interview. Je savais qu'il était très disponible, très ouvert, vraiment hyper sympathique. Et puis ça s'est confirmé dans cet épisode. C'était vraiment fun de vous écouter. Et puis bien sûr, on a eu l'occasion de le rencontrer, l'opportunité de le rencontrer sur le festival Paris et Ludique. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Alright, alors allons aux news de David. Ouais, donc je pense qu'il va vraiment falloir faire un segment spécial news parce que j'en ai de plus en plus. Donc, non, mais je vais essayer de faire assez court. Donc déjà, je pense qu'un grand nombre d'entre vous sont au courant, mais il y a eu quand même une assez grosse annonce qui a été faite ces derniers jours. C'est la sortie prochaine pour cet automne de Splendor Duel, avec toujours bien entendu Marc-André, auteur de Splendor, mais accompagné de Bruno Catala. Donc voilà un peu Bruno qui rejoint finalement un auteur d'un jeu comme il l'avait fait pour Seven Wonders, voilà, avec Seven Wonders Duel. Donc c'est vrai que Splendor, je commençais à le trouver un peu vieillissant, j'avais plus trop de plaisir à y jouer, mais c'est vrai que là, ça me titille parce que je me dis que derrière ce très bon jeu qui a été vendu en millions d'exemplaires, je pense que là il y a vraiment moyen d'être surpris et puis d'avoir sans doute une très grande réussite au niveau des ventes également, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne cartonne pas. Sinon, on peut aussi annoncer une arrivée également cet automne. Il va y avoir beaucoup de jeux cet automne, un peu comme tout le reste de l'année d'ailleurs. De l'année, ouais. De Skymines. Skymines est une réédition rethématisée de Mombasa.
d'Alexander Pfister. Donc là, voilà, ils reprennent la thématique de l'espace. Donc c'est pas forcément le truc qui nous attire tous Nous les deux. ouais. Mais voilà, mais c'est un Alexander Pfister qui s'annonce. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Ouais, j'en ai parlé de ce Skymines avec Ben, justement, pendant qu'on était à Paris Ludique, parce que lui, c'était un de ses jeux préférés, Mombasa, donc il était assez content de pouvoir jouer à la version Skymines, parce que bien sûr, thématique espace, lui, est assez fan aussi, donc. Exactement. Puis toujours dans les sorties, mais maintenant des sorties une qui vient d'être disponible, c'est l'extension gratuite de Cosmopolite, dans un mode de jeu qui s'appelle Service Continu. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut juste que l'application soit à jour. Et puis le concept en fait est de réussir à servir le plus longtemps possible des clients. Donc on n'a pas un temps défini comme dans la version normale, mais là c'est dès qu'on a servi un client, eh bien on gagne du temps et puis il y a un autre qui prend sa place. Et puis ils ont rajouté aussi un petit élément, c'est la plonge. Donc les joueurs vont devoir récupérer leurs cartes. Donc après avoir donné à la personne qui passe les commandes toutes nos cartes, eh bien, il va falloir aller les rechercher. Donc voilà, ça c'est une extension gratuite qui annonce une autre plus grosse extension payante qui arrivera cet automne et je crois qu'elle va s'appeler Deuxième Service. Donc voilà, plusieurs modules à l'intérieur, donc ça je me réjouis aussi de voir et je pense que du fait qu'il y ait eu cette extension, ça m'a remémoré finalement un peu cette existence de ce jeu et je crois qu'il va m'accompagner en vacances cet été, fin juillet, parce qu'on serait avec un couple d'amis et je pense que ça collera parfaitement, on y a déjà joué, ça avait très bien marché, donc pas de raison de ne pas le prendre avec moi. Ouais, c'est drôle parce que j'avoue que c'est pas la chose qui me... Tu sais, j'adore Cosmopolite, mais l'idée que c'est un peu comme, pas à l'infini, mais tu vois, cette idée de service continu, je pense que c'est pas quelque chose qui me botte, parce que pour moi, ce que je trouve cool, c'est justement qu'on arrête puis qu'on passe la parole à l'autre et puis qu'on prend chacun son tour à faire le serveur, tu vois. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui me... Bon, après, tu vois, c'est gratuit, donc tant pis. Oui, et puis c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de jeux aussi sur mobile où le but est d'aller toujours plus loin, le plus oui, loin bien possible. Sûr. Non, ça fait du sens. C'est juste personnellement, je sais pas si... Mais c'est vrai est-ce qu'on va finalement préférer essayer de battre notre score au niveau du temps ou de battre notre score au niveau des levels de difficulté du jeu de base? Là, je suis loin d'être arrivé au bout parce que j'avoue que je ne suis pas assez entraîné. Mais voilà, peut-être cet été, va savoir. Mais tu vois, Cosmopolite, c'était l'exemple parfait de... Si je fais référence à l'épisode de la semaine dernière, on a parlé avec Théo des jeux que, au final, on adore, mais on n'aime pas jouer plus que la phase de découverte. Tu sais, cette idée que quand tu le présentes à une table, c'est super intéressant, tu vois la réaction des gens et tout, mais c'est pas le genre de jeu que je dirais à des potes, ok, venez à chaque vendredi, on va se faire des parties de Cosmopolite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est sûr. En plus, avec les personnes avec qui je serai en vacances, sans doute qu'on va même repartir un petit peu en arrière et pas redémarrer au niveau où on en était resté il y a plus de 6 mois en arrière. Donc c'est vrai que je te rejoins tout à fait là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir faire quelques tours fort sympathiques et se remémorer ce très bon jeu d'ambiance. Mais oui. Voilà, sinon, des sorties à venir, là, dans quelques jours, mi-juillet. Personnellement, je n'étais pas au courant, mais Unlock sort un nouveau format, en fait, de jeu. Ouais, Express, c'est ça, hein? C'est les Unlock Short Adventures. Donc, c'est vraiment des petites boîtes avec, tu sais, sur le haut de la boîte, il y a une encoche pour mettre sur des présentoirs. Donc, dans les magasins, je pense qu'il y aura toute une série de ces Unlock suspendus. Il y en a, si j'ai bien compté, en tout cas 6 déjà qui sont annoncés, mais c'est vrai que malheureusement, comme souvent, les sites des distributeurs ou des éditeurs ne sont pas toujours les premiers à être à jour et je n'ai pas trouvé d'infos plus détaillées. Mais voilà, il y aura bien sûr une seule aventure par boîte. C'est peu coûteux, en dessous des 7 €. Et c'est vrai que c'est un format pratique pour les vacances. Donc voilà, je pense que ça sera. Mais je me demande si, toi, le short, est-ce que c'est le fait qu'il n'y en ait qu'une ou est-ce que c'est le fait que toi, ils sont plus courtes que d'habitude, tu as comme 1 heure pour les faire ou je sais plus trop. Est-ce que toi, à l'intérieur, ça va être aussi plus court, ça, je sais pas? Écoute, je sais pas. Dernièrement, j'ai pris j'avais un goodies d'Unlock qui tenait vraiment dans une toute petite boîte de cartes, encore plus petite que cette version-là. Et la durée du jeu était quand même d'1 heure, donc alors c'était un peu une aventure d'introduction, donc c'était une demi-difficulté.
mais ça nous a quand même bien tenu 3/4 d'heure. Donc, à mon avis, ça va être à peu près dans cette même veine. Et il y a déjà des aventures avec 3 sur 3 au niveau de difficulté. Donc, ils vont sortir toute une gamme avec ces différentes difficultés. Ben, pourquoi pas, hein, pour l'été. c'est sûr que ça va encore, donc pourquoi pas continuer, quoi. Exactement, autant qu'ils en profitent. Sinon, il y a une assez grosse news pour tous les amateurs de Clank, hein, avec Clank Catacombe, Oui. qui Ouais, j'ai va vu également, je crois, sortir cet automne, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr au niveau du timing. La grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de plateau de jeu construit, mais plutôt un plateau qui va se construire petit à petit à l'aide de tuiles que l'on va découvrir durant notre aventure, un peu comme dans un 7e continent. Donc c'est assez intéressant, ça veut dire que logiquement, le plateau ne ressemblera jamais au plateau de la partie suivante, etc. Donc ils annoncent aussi passablement de petites nouveautés, donc voilà, à voir. Est-ce qu'il faudra absolument l'acheter? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir qui renouvelle un petit peu la série des Clank avec cette nouvelle approche. Ouais, et je me demande si... Parce que moi, quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour que, exemple, tu vois, dans toutes les Clank, que ce soit Legacy ou le normal, les trésors qui valent le plus, ils sont toujours le plus loin du point de départ. Mais tu sais, si on retourne une tuile qu'il a dès le début... Après, j'imagine qu'ils ont réfléchi à ça, hein, mais c'est juste que je me demandais, il va certainement falloir changer un peu la façon de jouer. Oui, et puis il y aura peut-être différentes piles de tuiles, tu vois, la pile de la surface, enfin juste en dessous de la surface, des profondeurs, etc. Ils ont certainement très bien pensé à ça, oui, tout à fait. 6e et avant-dernière news, elle concerne Arkham Horror. Donc je sais que beaucoup de nos joutus sont amateurs de ce jeu. Et là, c'est pas pour parler d'une nouvelle extension ou d'un nouveau mode pour ce jeu, mais c'est pour y jouer en vrai. Donc ça s'appelle le Premier Cercle et ça se passe dans un château privatisé à Beauvais. Donc c'est à 1 heure de Paris. Alors, il faut quand même compter 350 € par personne, mais il y a le cocktail dînatoire qui est compris. Il y a 14 acteurs qui vont s'ajouter à 40 joueurs qui doivent tous avoir plus de 18 ans. Et on parle de 7 heures d'intrigue quand même. Donc voilà, c'est une grosse... Ça doit être une grosse expérience à vivre. Donc il y a quelques dates qui sont annoncées. Je pense que pour plus d'informations, vous allez sur Google, vous tapez Arkham Horror, Premier Cercle, Beauvais, puis vous devriez pouvoir trouver tout ça. Donc assez intéressant, mais sans doute un poil loin pour nous pour aller tester tout ça. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Un poil cher aussi. Peut-être un poil cher aussi, effectivement, oui, tout à fait. Et puis dernière news, donc c'est ma réception aujourd'hui même. Je suis passé à la poste pour aller chercher un gros colis de près de 10 kilos de mon jeu V-Sabotage. Ton V-Commando? Voilà, exactement, mais c'est ça, anciennement appelé V-Commando, mais ils ont dû changer de nom à cause de poursuites. Ils ont failli avoir des poursuites s'ils ne changeaient pas de nom à cause du nom V-Commando. Donc là, ils l'ont appelé V-Sabotage. Donc je me suis empressé, c'est pas toujours le cas, mais là, je me suis empressé de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans, histoire d'en parler aujourd'hui. Donc il y a quand même 6 boîtes à l'intérieur, hein, parce que j'avais forcément fait un gros craquage, j'avais pris un all-in. Donc c'est mon seul gros craquage comme ça sur Kickstarter avec autant de boîtes. Donc voilà, elles sont arrivées. J'espère pouvoir bientôt en parler dans mon jeu de la semaine parce que ça voudra dire que j'y ai joué. Ouais. Pour l'instant... pas les 6 boîtes, mais... Voilà. Non, alors bon, il y a une boîte, je sais, c'est que des figurines. Donc... je me réjouis de les montrer à Benji pour me dire ce qu'il en pense. Et puis après, il y a des extensions. Donc, je vais commencer par la boîte de base. Et puis, on verra. J'ai entendu beaucoup de bien. Hein. Ça fait... V-Commando existe depuis longtemps. Donc là, ils ont retravaillé le jeu, ressorti justement avec du matériel... un peu pimpé, il faut dire, et puis également de nouvelles extensions. Donc voilà, comme j'ai dit, j'espère en parler bientôt. Va falloir que tu nous dises si ça vaut plus la peine que d'aller faire une journée Arkham Horror en vrai, vu que ça doit être à peu près le même prix. Ça doit être à peu près le même prix, effectivement. Je me rappelle plus exactement, mais on doit pas être loin. Donc
Donc maintenant, on va passer au premier segment, notre jeu de la semaine. On a essayé de trouver des jeux de la semaine qui étaient justement pas des jeux qu'on a découverts à Paris et Ludique. Donc moi, ça a été plus dur que toi, je crois, parce que vu que moi, j'ai fait le podcast la semaine passée, j'ai déjà eu parlé de ma découverte la semaine passée, mais je vais vous parler d'un jeu qu'on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est mon jeu de la semaine, c'est Carnegie. Je suis pas du tout original en prenant ce jeu-là, mais c'est un jeu que j'avais découvert lorsqu'on avait fait notre week-end de jeu. Puis à l'époque, j'avais joué qu'une partie contre deux personnes qui savaient très bien jouer, qui m'ont mis une belle fessée. Et puis j'avais pas accroché tant que ça. Par après, comme on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, j'ai fait, je pense, 5-6 parties contre Benji sur Board Game Arena, où là, c'est moi qui lui mettais des fessées à chaque fois. Et donc là, je l'ai enfin acheté en vrai. Pourtant, je pense que c'est il y a 2 semaines, j'avais dit que moi, ça me sert à rien de l'acheter parce que je vais jamais y jouer. J'ai quand même craqué pour la version boutique. Donc, c'est assez drôle parce que je sais que vous deux, vous avez acheté la version Kickstarter. Et puis, même après tout ça, c'est quand même moi qui... Ou non, vous l'avez reçu, la version Kickstarter. Oui, moi en tout cas. Vous l'avez reçu. Ouais, moi en tout cas, je l'ai reçu parce que j'avais fait livrer en France, mais je crois que Benji l'a toujours pas reçu. Ah oui, c'est ça. C'est cette fameuse boîte qui était en train de traverser l'Europe et qui attendait de rencontrer un mur pour revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, moi j'ai pu voir la différence entre la version Kickstarter et la version boutique, hein, vu qu'on avait joué avec Yoel, The First Player, lui il m'avait montré sa version KS que lui avait eu depuis longtemps. Et je pensais que ça me dérangerait pas d'avoir la version boutique, mais c'est vrai que il y a quand même 3-4 affaires qui manquent que je me dis, c'est quand même pas mal. Déjà d'avoir les inserts qui sont parfaits, les game trays sont tellement bien faits dans la version Kickstarter. Mais en fait, ce que moi je trouve qui manque surtout, le reste après, vous me direz, c'est esthétique, mais c'est le fait de ne pas avoir un plateau pour pouvoir placer tous les différents bâtiments là, qu'on peut s'acheter. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à chaque fois, on aura comme une pile de ces bâtiments et on va devoir les placer à chaque début de partie. Donc je pense que ça va vraiment rallonger la mise en place. Après, comme je vous ai envoyé une photo dans le groupe, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les vieux inserts de Ark Nova parce que j'en ai acheté un custom made et puis j'ai pris les vieux inserts qui traînaient dans cette boîte là pour les utiliser maintenant, donc j'ai pu créer un genre d'insert, mais c'est vrai que je me dis j'aurais bien aimé craquer pour la version Kickstarter, surtout que c'était pas beaucoup plus cher hein, de ce que je me souviens. Non, effectivement c'est un jeu qui a plutôt assez bien respecté ses backers. Après c'est toujours le truc, c'est que là t'as vu la version Kickstarter, donc tu as pu comparer. C'est vrai que si tu ne l'avais pas vu avant, tu n'aurais pas eu ce manque, entre guillemets. Mais voilà, je pense que tu auras sans doute du plaisir à y jouer. Moi, j'y ai joué effectivement déjà plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avec ma boîte physique, je n'y ai joué pour l'instant qu'en solo. Donc, je me réjouis également de partager ce jeu avec d'autres personnes. Ouais, voilà, donc je sais pas à quel point je vais en parler, je vais en parler plusieurs fois, mais ça reste... je commence tranquillement, là, tu vois, ça fait la moitié de l'année qui est déjà passée, je commence tranquillement à réfléchir à mon top 10 de l'année, et puis Carnegie, c'est sûr qu'il sera assez haut, parce que je trouve vraiment que ce jeu-là est génial. Par contre, c'est vrai qu'il est pas facile, puis il y a vraiment cet élément de... Il faut réfléchir à ce que vous pensez que vos adversaires ils vont faire, parce que... C'est un de ces jeux où on peut tous faire la même action que la personne qui décide de la faire, mais bien sûr après qu'eux ils la font. Fait que ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout sur Board Game Arena, de jouer contre des gens qui savent très bien jouer et puis qui vont justement savoir, ok ben si je fais ceci, ça va pas avantager l'autre personne, donc c'est pour ça qu'ils le font. Et puis après ça, moi je me retrouve des fois 3 tours sans pouvoir faire quelque chose, donc c'est un jeu qui peut être très punitif si vous savez pas comment jouer, mais une fois que vous comprenez la mécanique, je pense que... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font un peu... qui m'amènent les mêmes sensations que ce jeu-là. Donc voilà, Carnegie, c'est mon jeu de la semaine. Ouais, c'est vrai qu'il a une belle originalité. Et puis c'est vrai que si tu y joues à 4 et tu es face à 3 personnes qui jouent très bien, là c'est vrai que ça peut être long avant que ça revienne à toi pour faire ton choix. C'est vrai qu'à 2... en principe, tu as un tour sur 2, grand maximum, où tu es peut-être un petit peu pénalisé. Et encore, ça va être assez rare. Mais c'est vrai qu'à 4... ça peut vite être long avant que tu puisses faire les actions que tu souhaites. C'est tout l'intérêt justement de ce jeu, de trouver le bon équilibre entre je fais une action à fond et puis je me condamne potentiellement pour les actions suivantes, où j'essaye de trouver un peu un équilibre, histoire de toujours avoir des actions qui vont plus ou moins m'être utiles. Et là, j'ai pas encore la réponse. Qu'est-ce qui est le mieux de faire ? Peut-être ça dépend d'une partie à l'autre. Puis ça va dépendre des adversaires aussi. Ouais, beaucoup, exactement. Ouais.
Alors toi, ton jeu de la semaine? Alors moi, mon jeu de la semaine, donc c'est un jeu que je n'ai pas découvert au PEL, ou plutôt à PEL, parce que c'est à Paris et ludique, mais bon, je crois qu'on va continuer à dire Opel. Mais je l'ai acheté par contre là-bas, parce qu'il n'était plus en stock par chez nous. C'est London Next Station. Ah oui. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé lorsque l'on Parce qu'il était sur abordé BGA, les Roll and Write et Flip and Write. Pour moi, c'est vraiment un très très bon Flip and Write. J'ai beaucoup de plaisir à rejouer à ce type de jeu avec celui-ci. J'y ai joué effectivement plusieurs fois sur BGA et j'ai enfin pu y jouer en vrai avec mon épouse qui a aussi beaucoup apprécié. Et pour moi, c'est le flip and write parfait pour les vacances d'été parce que déjà, c'est une petite boîte. Il n'y a pas beaucoup de matériel et il y a vraiment du fun à partager. Alors, il y a un mode solo, je dirais que c'est pas là qu'on va le plus s'amuser, mais 2, 3 jusqu'à 4 personnes. Donc, c'est un jeu de Matthew Dunstan. Donc, c'est un auteur assez prolifique. Alors, il est rarement seul mentionné comme auteur sur les jeux, mais on le retrouve quand même sur Bubble Stories, la série des Adventures Games, sur les Echoes, donc ces nouveaux jeux d'escape audio, Elysium, Les Pionniers, Spy Connection, donc voilà, pas mal de jeux ces dernières années, un jeu édité par Blue Orange. Comme j'ai dit, donc il s'agit d'un flip and write dans lequel on va devoir redessiner les plans du métro de Londres pour être sacré le meilleur maître d'œuvre. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on se retrouve avec 4 crayons de couleur fournis dans la boîte. Chaque joueur utilise un premier crayon de couleur pour le premier tour, et puis sur notre feuille, eh bien, on a toute une série de stations de métro avec des chemins possibles pour les lier. Et puis, il y a un point de départ pour chacune des couleurs. Donc, par exemple, je commence avec le crayon vert. Je vais me positionner sur la station verte. Et puis là, on va flipper une première carte qui va nous indiquer un autre types de stations. Donc les types de stations, ils sont représentés simplement par des formes, des triangles, des ronds, etc. Il y a 4 formes, et puis il y a également des cartes qui nous permettent d'aller sur n'importe quelle forme. Et là, le but, eh bien, va être de relier notre station de départ à une station qui a, par exemple, un triangle, si on a tiré le triangle, et puis d'aller petit à petit comme ça. Notre fiche est séparée en 13 zones, donc plus on arrive à parcourir de zones avec notre ligne de métro d'une couleur, plus on marquera de points dans cette catégorie-là, mais aussi plus on va faire de stations dans une seule zone, plus ça va faire de points. Donc bien sûr qu'il va falloir choisir, parce qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup de stations dans une même zone et de parcourir énormément de zones. Et puis encore toute une série de choses qui peuvent nous faire marquer des points. Et après, une fois qu'on a compris comment fonctionne le jeu, on peut très rapidement rajouter des cartes objectifs qui va nous dire, bah voilà, avec vos 4 lignes de métro, vous devez réussir à desservir les 13 zones de votre carte, ou alors les 9 stations de la zone centrale. Donc voilà, il y a toute une série d'objectifs comme ça. Il y a même aussi des cartes pouvoir que je n'ai pas encore utilisées, mais des cartes pouvoir pour les crayons. Donc on attribue à chaque crayon une carte spéciale qui est une sorte de joker que l'on peut utiliser une fois par tour, c'est-à-dire une fois qu'on a notre crayon de telle couleur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début, bah, bien sûr que la première ligne de métro que l'on va dessiner, bah, la carte est vide, donc on peut assez facilement se rendre plus ou moins où on veut, même si on est tributaire du tirage des cartes. Mais plus on va avoir de traits sur notre carte, plus on va être coincé pour les couleurs suivantes, parce que bien sûr qu'on ne peut pas croiser en plein milieu une ligne. On peut passer par des lignes occupées, mais via les stations, mais on ne peut pas tout d'un coup croiser les rails au milieu de nulle part. Donc il y a des tours où malheureusement on ne peut pas, ou on ne veut pas faire de traits pour ne pas trop se pénaliser. Donc voilà, il y a un bon niveau de stratégie pour optimiser nos points. Et puis voilà, c'est fun. Alors oui, on peut peut-être reprocher le fait qu'il n'y a qu'un seul plan à l'intérieur de plan de réseau. On aurait pu imaginer en avoir 2 différents, par exemple recto verso. Mais très franchement, pour le format de jeu,
Pour son format, pour son prix, il est vraiment très très sympa. Et il a très bonne presse aussi, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé en bien. Il y a un X-Station Tokyo qui est annoncé, alors je ne sais pas si c'est pour cette fin d'année ou le début de l'année prochaine, mais voilà, donc un très bon flip and ride que je recommande vraiment à glisser dans votre sac de vacances. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment. Donc, comme on avait dit, on va vous parler de paris et ludique. Faut dire que c'est un peu particulier ce qu'on a décidé avec David, c'est que plutôt que de faire deuxième segment, troisième segment, on va un peu les jumeler. C'est-à-dire que éventuellement on va commencer à vous parler des jeux qu'on a découverts là-bas. Puis bien sûr, c'était aussi ça notre top 5. C'était les jeux qu'on a découverts au Paris et Ludique, à Paris et Ludique, ou peu importe comment vous voulez le dire. Donc, on va commencer juste un peu à en parler du festival en général. Et puis après ça, on va rentrer dans notre top, qui dans notre cas sera un top 7 cette fois-ci, parce que on a essayé 7 jeux, je crois, en tout. Donc, on va voir à quel point on les place. Donc, c'est presque sûr qu'on va se croiser, parce que on a joué majoritairement ensemble, donc voilà. C'est certain, je pense qu'on aura sans doute les 7 mêmes, mais sans doute pas dans le même ordre, donc ce sera intéressant de parler de ces jeux et d'expliquer pourquoi on l'a préféré peut-être à un autre. Oui, parce qu'encore une fois, y a pas, on s'est pas dit l'ordre, donc peut-être qu'on va avoir des surprises, peut-être qu'on va avoir 7 sur 7 exactement pareil. Ouais, j'ai quelques doutes par rapport aux petites discussions qu'on a eues, mais sait-on jamais, on verra. En tout cas, peut-être les 3 premiers, je me réjouis aussi, surtout des 3 premiers. C'est vrai qu'on n'a pas joué énormément, on a beaucoup rencontré de personnes, donc beaucoup discuté aussi sur le festival. Moi, j'étais également pris avec Hurricane pour promouvoir la future sortie de la nouvelle édition de Meaux, donc c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'influenceurs et de médias pour ça. Mais pour moi, on a fait 7 expériences ludiques de jeu, de quand même 7 bons jeux. Moi, j'ai pas du tout joué à un jeu où je me dis « Oups, ouais, ok, au suivant, et puis basta ». Donc, on a quand même assez bien choisi les jeux auxquels on a joué. C'est des jeux qu'on découvrait pour la plupart, pour la première fois. Donc, voilà, des belles expériences, même si elles n'ont pas été si nombreuses que ça durant ces 2 journées. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est vrai qu'après, au final, si on compare avec Cannes, par exemple, on avait une journée presque entière de plus. Donc, c'est vrai que ça rentre en compte, mais on a certainement joué moins. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas, à part peut-être mon numéro 1, que je vais revenir dessus, il n'y a pas un jeu que j'ai fait genre « Wow! » qui a été une découverte. Tu sais, comme nous, ce qui nous avait un peu tapé lors du festival de Cannes, c'était Mille et Fiori. Je me souviens que j'avais vraiment eu une claque, puis je m'étais dit ça, c'est sûr et certain que je l'achète. Et puis, alors... Il y a quelques exceptions, je vais y revenir dans ma liste, mais en gros, j'ai pas eu ce gros effet wow. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui disent de quoi vous parlez avec Paris et Ludique, sachez que c'est un festival qui a la particularité d'être dehors. Donc la majorité des festivals de jeux, c'est souvent à l'intérieur, dans des salles bien climatisées. Et puis là, on était dehors pour la 10e édition. Et puis, à la grosse chaleur, je peux dire qu'il y avait beaucoup de visages très rouges qui se promenaient dans le festival. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme nous, avaient oublié de prendre de la crème solaire. Heureusement, il y en avait sur place, donc on a été correct. On n'a pas brûlé au soleil, mais il y en a plusieurs qui étaient très rouges. Donc voilà, c'est un festival qui est donc de jeux, comme je l'ai dit, qui est entièrement bénévole. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de subvention. Et puis, il y en avait beaucoup des bénévoles. C'était presque au-dessus d'une centaine, 150 de bénévoles qui travaillaient là. Donc, on les remercie. Je sais pas, il y en a combien qui nous écoutent, mais c'est toujours incroyable de voir à quel point, dans ce milieu-ci, on a beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens qui veulent faire partager cette passion-là. Donc, très très chouette ce festival-là. Donc, c'était entièrement dehors. On pourrait croire que dehors égale petit, mais c'est vraiment pas le cas. C'était vraiment un énorme festival. Il y avait au-dessus de une quarantaine de stands, je crois. Non, parce que toi, plus de 100. Plus de 100. Donc, parce que toi, t'étais déjà à 46, je crois, ton 42, stand. Ouais, 42. 42, ouais. Non, c'est vrai que les bénévoles étaient vraiment au top. Il y en avait partout, toujours disponibles, souriants. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, oui, plus d'une centaine de stands. Il y avait vraiment des jeux partout. Donc, pour celui qui voulait jouer, il avait vraiment le choix. Surtout que il n'y avait pas... C'était pas une saturation un peu comme à Cannes, et pourtant à Cannes, il y avait moins de monde que les années précédentes à cause du Covid. Mais là, j'avais l'impression que si on voulait jouer à des jeux
sans forcément vouloir jouer absolument à un jeu en particulier qui avait une hype assez forte, eh bien on trouvait vraiment de quoi s'amuser sans trop attendre. Donc, bon, voilà. Surtout qu'il y avait, si on regarde, comme tu dis, il y avait des endroits qui étaient un peu plus hype, où c'était presque toujours pris, dont un jeu qu'on va parler dans un instant, mais il y en a un que, c'est vrai que ce qui est cool avec le parier ludique, c'est qu'il y avait ces grosses, énormes tentes, surtout vers le fond, où il y avait comme plein de jeux à ta disposition, que tu peux aller voir quelqu'un et dire, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce jeu-là, et puis eux, ils venaient à ta table, puis ça, franchement, tout le long de la fin de semaine, j'ai pas vu que c'était plein. Il y avait toujours des places pour s'asseoir, donc il n'y avait pas ce stress de dire on va aller là pour rien parce qu'il n'y aura pas de place pour nous. Exactement, ouais. Et il y avait beaucoup aussi d'espace pour les enfants, avec des jeux enfants où il y avait quand même beaucoup de place. Donc là, je pense aujourd'hui, ceux qui ont 5-6 ans aujourd'hui, voire même moins, ils ont vraiment de quoi s'amuser avec les jeux de société, ce qui n'était pas forcément le cas quand on avait cet âge-là. Là, maintenant, ça fait vraiment pas. C'est vraiment un public à part entière où les auteurs se donnent beaucoup de mal pour sortir des bons jeux et beaucoup de bons jeux. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi de voir toutes ces générations qui se croisent et ces gens qui ont vraiment le sourire quand ils jouent à des jeux de société. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il a fait beau. Alors c'est vrai qu'il a fait pas mal chaud. Il y a eu des moments où ça dégoulinait un peu. Mais surtout le samedi. Hein. Surtout le samedi. Mais heureusement, parce que c'est vrai que sous la pluie, là, ça doit plus du tout être pareil. Et paraît-il qu'en tout cas, avec les personnes avec qui j'ai parlé, n'ont pas connu de paris ludique sous la pluie. Donc, est-ce qu'il y en a eu une fois, je ne saurais dire. Mais voilà, ils ont l'air d'avoir pas mal de chance de ce côté-là, et tant mieux pour eux. Ouais, puis aussi une chose que je voulais dire, c'est que moi, pour un festival qui est dehors comme ça, organisé 100% par des bénévoles, dans mon expérience, il y a souvent eu des couacs, il y a souvent eu des affaires que ça, ils n'ont pas prévu ci, pas prévu ça. Franchement, là, c'était vraiment top. Même au niveau de la nourriture, des fois, on voyait il y avait des foules énormes, puis on se disait, ça va être tellement long, puis finalement, ça allait assez vite, c'était super bien organisé. Donc, vraiment, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais félicitations à vous, c'était un très beau festival. Bravo. Et puis moi, franchement, c'est sûr que je vais y aller l'année prochaine. On peut aussi parler des gens qu'on a rencontrés sur place, parce que, tu vois, comme on l'a dit avant, on a eu la chance de voir Martin Montreuil, puis lui, on a quand même discuté assez longtemps avec lui. Toi, je sais que toi qui l'écoutes surtout beaucoup plus que moi, l'autre côté du plateau, ça t'a fait quoi de le voir en vrai maintenant que tu l'avais entendu dans tes oreilles, puis que t'as pas pu l'accélérer à 1.5 là? Non, c'est vrai que là, j'ai pas... alors déjà, j'accélère à 1.2, je rassure tout le monde. C'est pour aller gagner un petit peu de temps. Non, c'était vraiment un moment très, très sympa de parler... de jeux, mais de parler de ces nouvelles activités aussi, de tout, dans le jeu, de ces multiples casquettes, de découvrir aussi, il nous a présenté deux de ces jeux à venir avec les scorpions masqués, donc voilà, une super rencontre. Le Québec était avec nous, donc voilà, c'était top. C'est vrai que c'est fou parce que moi je me plains assez souvent que j'ai pas assez de temps pour ma chaîne, puis mon job, et puis toi. Puis quand je regardais tout ce que lui, tout ce qu'il nous disait qu'il faisait, j'étais genre je me plains peut-être pour rien. Je sais vraiment pas comment il fait, c'est impressionnant. Et puis on l'a revu après le soir parce qu'il avait organisé dans un restaurant une rencontre avec des auditeurs de l'autre côté du plateau, donc on s'y est joint, et puis voilà, il y avait de la Société des Jeux aussi, ou de la Société des Jeux, exactement. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, on a bien discuté, on a bien rigolé, donc un très bon moment. Et Martin, on te remercie encore parce qu'on sait que tu nous écoutes en tout cas assez régulièrement, donc chapeau pour tout ça. Et puis heureux de t'avoir rencontré, et puis on espère à tout bientôt pour enfin pouvoir faire un enregistrement de podcast croisé. Ouais, et puis après, dans d'autres rencontres, c'est pas vraiment des rencontres, mais des gens qu'on a vus sur place, bien sûr nos amis Ben et Lily, ça fait toujours un plaisir de les voir, parce qu'eux, un peu comme toi, ils vont aussi en portant 2 casquettes, parce que c'est des joueurs assidus, ils adorent jouer, mais aussi maintenant ils travaillent une pour Blue Orange, et puis bien sûr Ben pour Beer Games, donc ils vont aussi pour travailler, donc pas que pour jouer, donc on les a vus, ça fait toujours plaisir de les voir. Théo Rivière, avec qui j'avais enregistré le podcast avant de le rencontrer en vrai, et puis
Encore une fois, comme avec le podcast, hein, on dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît, tellement une personne facile à discuter avec, et puis bien sûr facile à reconnaître dans la foule avec ses chemises. Moi, j'ai toujours aimé porter des chemises assez particulières, et puis je vois qu'on se rejoint un peu sur ce style-là, mais par contre, moi, j'ai pas les cheveux roses. Voilà, c'est pas ça, encore, ouais. donc voilà. C'est surtout avec les cheveux qu'on leur perd bien. Non, c'est vrai que c'est un super type, là, quand je l'ai rencontré, je suis allé vers lui, je lui ai dit « Ah, excuse-moi de te déranger ». Et puis tout de suite, il dit « Ah non, mais vraiment, tu me déranges pas ». Et avant de savoir finalement qui j'étais, etc. Puis après, je me suis présenté, puis on a discuté un bon moment, c'était très sympa. Donc voilà, on a aussi un peu discuté d'Hurricane, donc que je représentais. Donc vraiment une chouette rencontre, un super type. Donc parfois, on se pose des questions entre les gens qu'on voit en ligne, qu'on voit sur leur chaîne YouTube ou autre. Twitch. On se dit, tiens, comment est-ce qu'ils sont après en vrai? Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce que c'est une façade? Mais alors Théo, là, je crois que vraiment, il ne triche pas. Il est vraiment comme ça tous les jours. Et puis, c'était un très bon moment. Juste avant de passer au jeu qu'on a découvert là-bas, je voulais juste faire une petite mention à l'équipe de Repose Productions qui franchement, depuis que j'ai commencé ma carrière de YouTuber, a toujours été ceux qui m'ont le plus backé, qui m'ont le plus aidé, qui m'ont donné des bons conseils et tout. Puis encore une fois, j'ai eu la chance d'aller voir ceux qui s'occupent du communiqué et puis de la communication, pardon. Je sais pas si vous savez à quel point c'est difficile d'aller voir tous ces éditeurs et puis aller leur parler puis essayer de leur vendre de votre produit qui est au final une chaîne YouTube. Donc, mais eux, ils ont toujours été super cool avec moi. Donc, merci beaucoup, surtout à Hélène qui s'occupe de la page Instagram et tout là-bas. Donc, merci à toute l'équipe de Repose Production. Mais c'est vrai que pour ces éditeurs, ils sont très sollicités parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus surtout de comptes sur Instagram. Et puis c'est vrai qu'il faut réussir à sortir du lot, mais en même temps, ça reste quand même souvent des petites équipes qui sont à l'écoute, qui connaissent pas forcément toutes les chaînes YouTube. Et si on prend le temps de les aborder, de leur montrer ce qu'on fait, etc., je pense que la majorité... Ils sont contents aussi de faire ta connaissance. Et puis, s'il y a moyen après de collaborer, je pense qu'ils n'hésitent pas parce que voilà, le travail est là. Et on a vu avec d'autres contacts, entre autres chez Asmodée, où on peut aussi ouvrir certaines portes grâce à ce type d'événement. Au niveau des rencontres, j'aimerais aussi mentionner une chouette rencontre avec Guillaume de Trick Track. J'en ai profité pour m'acheter la BD dont vous êtes le héros, l'Obsidienne, dont il a écrit l'histoire, dont il est auteur. J'en ai profité pour parler un bon moment avec lui. Et puis c'était vraiment super, aussi souriant, le même rire qu'on a l'habitude d'entendre sur YouTube. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as passé un bon moment avec lui. Donc il était aussi très accessible. C'était très sympa. Ouais, puis je t'avoue que j'ai été assez surpris qu'ils nous reconnaissent, mais tu sais, quand on a dit on joue-tu, ils savaient directement ce que c'était. Donc, c'est toujours un peu cool de voir que les plus grosses chaînes, ils savent quand même qu'on existe, quoi. Ouais, ils s'intéressent à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait dans ce milieu. Donc, c'est plutôt chouette, effectivement. J'ai eu également beaucoup de plaisir de rencontrer Marie Giordana, dit Marie Grandjeu sur Instagram, qui est un nouveau membre du jury de l'As d'Or, qui a été vraiment bien disponible. Je l'ai attrapé dès l'ouverture du festival, comme ça je me suis dit tiens, comme ça c'est fait. Mais après on s'est croisés plusieurs fois. D'ailleurs, quand tu parlais de personnes rouges par le soleil, on pense tout particulièrement à elle. Donc Marie, si tu nous écoutes, j'espère que tu n'as pas trop pelé. J'ai mis beaucoup d'après-soleil ce festival. Mais sinon, il y a aussi eu, comme ça, je fais une rapide mention à tous les autres. Donc Mathieu de Ludovox, Martin d'un monde de jeu, Tom d'Il était un jeu. Là, vraiment aussi une rencontre hyper sympathique avec Tom. On s'est pas mal cherché, on a pas mal tourné un peu dans le festival, mais on a fini par s'attraper. Il y a eu aussi Girl.com, Je m'amuse, Morgane du Carnet des Geekeries, Tarsa et Pénélope qui sont aussi sur Trick Track, les jeux de CC, Kelawen et les Meeple, j'en oublie peut-être d'autres. Donc voilà, c'était vraiment sympa de vous rencontrer. Puis la plupart, je leur ai parlé du jeu mot, donc pour moi c'était l'occasion. Et à titre personnel, de les rencontrer une première fois, de leur parler de l'activité du podcast On Joue-tu, et puis également, bien entendu, de parler de mon activité professionnelle. Donc c'était vraiment un très bon festival pour ça, une belle occasion.
Et puis, avant d'enchaîner sur les jeux qu'on a découverts sur place, j'ai quand même fait découvrir 2 jeux à David au bar. Comment il s'appelle déjà? Le dernier bar au fin du monde, à la fin du monde? Le dernier bar avant la fin du monde. C'est ça. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un... Toi, tu nous en avais déjà parlé dans le podcast parce que tu avais été en France avec un ami et puis vous aviez joué sur place là-bas. C'était ma 3e visite dans ce bar, exactement, oui. Ouais. Donc, assez chouette comme bar. Donc, si vous êtes sur Paris et puis vous cherchez des bars ludiques, ben ça, c'en est un. Puis surtout, qu'il y a beaucoup de place et puis beaucoup de jeux à l'intérieur. Donc, on a eu la chance d'aller là le samedi soir. Et puis, dans tous les jeux qu'il y avait là, on n'avait pas trop envie d'apprendre des nouveaux jeux. Donc, moi, j'y ai sorti 2 jeux que moi, je connaissais puis que toi, tu connaissais pas, David. On peut juste vite les nommer. Le premier, c'était Hero Realms. Donc, on en a parlé souvent sur ce podcast, Hero Realms, qui est une refonte de Star Realms, mais avec une thématique qui m'accroche moi beaucoup plus. Et puis l'autre, c'était Kodama, un petit jeu que j'avais... Un des premiers jeux que j'ai acheté quand j'ai déménagé en Suisse, et puis que, comme je disais à David, j'avais revendu. Puis au final... Je me souviens plus exactement pourquoi je l'avais vendu. Je pense qu'il sortait juste jamais, mais j'ai rien contre ce jeu-là. C'est assez intéressant. On essaie de se construire une genre d'arbre en prenant des cartes qui sont des branches et puis de les mettant sur notre arbre en respectant certaines conditions. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 jeux-là? Oui, moi, franchement, là, le Kodama, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympa. Après, bah oui, typiquement, quand tu additionnes les petits jeux comme ça, bah forcément, peut-être qu'il sort moins, donc tu finis par le revendre. Mais c'était très original de disposer justement ces cartes pour construire un peu notre arbre magique du mieux possible par rapport à des cartes objectifs qu'on a. J'ai trouvé très très original et j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et puis pour Hero Realms, j'ai bien aimé également. Alors c'est vrai que moi j'avais jamais joué à Star Realms non plus. Par contre, eh bien j'ai pas mal joué à Shards of Infinity qui est arrivé après. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre ces jeux, donc je comprenais bien pourquoi, j'ai bien compris pourquoi vous m'aviez dit ah oui, un peu comme dans Star Realms quand je parlais de Shards of Infinity. De Shards of Infinity. Mais voilà, donc j'ai pas encore testé la 2e extension que j'ai achetée, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent avec des modes solo, avec une campagne, avec de la coop, donc ils sont allés assez loin aussi, mais comme les autres. Donc voilà, deux très bons jeux. J'ai gagné aux 2, donc voilà, j'étais content. Et puis donc là, on va attaquer nos top 7. C'est quoi la découverte que tu as le moins accroché pendant ce festival? Alors très franchement, c'était difficile et j'ai pas envie de dire que c'est la découverte que j'ai le moins auquel j'ai le moins accroché parce que j'ai bien tout aimé et j'ai eu de la peine finalement à créer un ordre. Et en 7, finalement je suis un peu désolé et déçu de le mettre en 7, mais j'ai mis Totem X, qui est un jeu où il y a une campagne sur Ulule actuellement. J'avais vu cette campagne, j'avais été attiré dessus par un de nos amis sur le Discord On Joue-Tu. J'ai bien aimé notre expérience, donc c'est vraiment un jeu coopératif, asynchrone, où on peut jouer un petit peu quand on le souhaite en fonction de quelle action on a besoin de faire entre nous pour essayer de réunir comme on va dire des tuiles d'environnements différents entre elles. Donc par exemple tout ce qui est eau, il faut les réunir entre elles, etc. avant qu'elles soient éliminées du jeu. Enfin, on va pas trop entrer dans le détail, je sais pas si tu voudras le faire après. J'ai beaucoup apprécié, mais finalement, avant d'y jouer, je me suis dit, ah ça, il y a de grandes chances, je vais aller le tester au PEL, et il y a de grandes chances que je le back après sur Ulule. Et puis, je suis revenu un petit peu en arrière parce que je me suis dit, franchement, c'était chouette, mais je doute que je vais réellement le sortir après. Il y a tellement de jeux où je me dis, mais est-ce que je vais avoir plus envie de jouer à ça qu'à d'autres ? Et c'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel. C'est un puzzle game, il est très intéressant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que mais si je le back, je vais peut-être pas y jouer. Peut-être son côté trop abstrait, ou je sais pas tout. Son côté très casse-tête, ouais. Ouais, ce côté casse-tête, où il peut très vite y avoir un joueur leader aussi, qui peut commencer à dire aux autres ce qu'il faut faire. Donc moi, je le vois bien jouer à 2. À plus, c'est difficile. Si on veut pas justement se retrouver uniquement dans comme on disait tout à l'heure pour Cosmopolite et d'autres, dans une sorte de jeu démo où on fait un peu toujours
le même puzzle pour montrer aux gens un peu le jeu. Si on veut vraiment approfondir le jeu, il faut y jouer, je pense, à deux, toujours un peu avec la même personne, pour qu'on s'habitue aux mécaniques, qu'on optimise nos façons de jouer. Et je pense que je ne le sortirais pas assez si je devais l'acheter. Mais bon, il y aura sans doute une sortie boutique par la suite, donc pourquoi pas. Et alors, je le recommande quand même, hein, surtout ceux qui s'y ont intéressés, ceux qui l'ont backé, n'ayez crainte, c'est vraiment un très bon jeu. On a eu également un très bon contact avec son auteur et éditeur, il fait tout seul. Mais voilà, je l'ai mis en 7 parmi ces 7 bons jeux qu'on a testés. Ouais, donc ça c'est un jeu tu parlais du monsieur, alors c'est François Bourdeau. Bourdeau, ouais, avec la boîte d'édition Le Crapaud Céleste. Oh, j'adore le nom. Voilà. Ben alors ça commence bien parce qu'on a les deux le même en 7. Donc okay. Ça va assez bien. Moi aussi je l'ai mis un peu là pour la même raison que toi. Par contre, comment dire, moi j'avoue que les 2-3 premiers tours qu'on a fait de ce jeu-là, j'aimais pas du tout. J'avais de la peine à comprendre comment est-ce que c'était comme un jeu de société. Je voyais vraiment l'aspect puzzle, mais je voyais pas où est-ce qu'on voulait en venir. Puis tu sais, c'est aussi que tu as toutes les distractions avec tout ce qui est autour, ce qui est pas toujours facile hein, quand tu es dans un festival de jeux. Et puis il y a quelque chose qui a commencé à cliquer, puis là j'ai vraiment compris l'intérêt du jeu. Puis c'est vrai qu'on retrouve quand même ce problème de... Au final, vous me disiez des fois quoi faire. On jouait aussi avec une autre personne, et puis des fois il fallait lui dire à lui, puis... Mais ça, c'est un peu une critique que je fais à beaucoup de jeux coop, donc c'est pas nécessairement le problème de Totemix, mais c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement réglé le problème avec ce jeu-là. C'est vrai qu'on a vraiment cet effet de leader, mais il y a quand même eu des belles discussions, dans le sens que des fois, peut-être que, oui, David, tu me disais quoi faire, puis que là, moi, je disais, ah, mais finalement, je pense que c'est mieux de faire ça, donc il y a quand même... Il n'y a pas une réponse facile au problème qu'on a dans le jeu. Ça veut dire que ça fait que ça crée plus une discussion autour des actions qu'on pourrait faire, plutôt que de dire ben toi fais ça, toi fais ça. J'imagine que si tu joues avec quelqu'un qui est vraiment fort, peut-être que ça va arriver, mais là j'avais l'impression que vu que les trois on le découvrait en même temps, au final on faisait juste se dire mais hey, pourquoi on ferait pas ça à la place de faire ça, pourquoi on bougerait pas ici à la place de ça. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord. C'est pas un jeu que j'aime pas. C'est un jeu que j'ai été très content de jouer. Puis il y a vraiment un travail qui a été fait derrière, une originalité quand même assez cool. Mais je sais personnellement que c'est pas le genre de jeu qui va rejoindre ma ludothèque. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 7. Voilà, c'est pareil. C'est vrai qu'on est devant un joli casse-tête à faire à plusieurs. Et puis, dans notre partie, au début, franchement, on s'est dit, mais on va jamais y arriver. Puis tout d'un coup, tout s'est débloqué, puis on a commencé à réunir tout ce qu'il fallait. Et là, Mathieu s'est saisi des dés pour pouvoir reprendre des actions, parce qu'il n'avait plus d'actions. Et il y avait combien 3 dés, hein, je crois. Il y avait qu'une seule combinaison. Voilà, il n'y avait qu'une seule combinaison qui pouvait nous faire perdre. Et Mathieu l'a réalisé. Donc voilà, tout d'un coup, on s'est dit, ah bah non, on a perdu. Donc, ouais. Alors que pourtant même l'auteur François il nous disait ah non mais là vous êtes bien parti, ouais, là, c'est facile, vous allez l'avoir facile, vous allez gagner. Puis là d'un coup je tire les dés et puis on a perdu. Même lui il a dit ah ouais c'était la seule combinaison qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc ça c'est le numéro 7. Pour ton 6 t'as quoi? Alors pour mon 6 j'ai le jeu qui a fait quasiment la plus grosse hype sur le festival. Donc peut-être que tu l'as mis plus haut, on verra, mais moi j'ai mis Acropolis en 6. Ouais. C'est ça que je disais quand je disais que on parlait des jeux qui ont fait un hype. C'est à celui-là que je faisais référence. Parce que c'est vrai que celui-là, il y avait toujours des gens autour du stand, tout le monde en parlait pendant le festival. Donc vas-y, dis-nous ce que c'est. Oui, alors Acropolis, c'est un jeu chez Gigamic de Jules Messot, très bien illustré par Pauline Détra, où on se retrouve avec des tuiles de cité, forme, comment est-ce qu'on peut dire, forme un peu de style étoile de ninja, enfin je sais pas comment on appelle cette forme-là. Non, mais c'est la même forme que ta tuile de départ dans Cascadia. Voilà, exactement. Si vous avez Cascadia, c'est la même tuile de départ triangle, avec quoi. une sorte de trois pointes, un triangle plus ou moins, effectivement. Où, bien entendu, on a une rivière de tuiles, toujours de la même forme, avec différentes couleurs, différents éléments représentés dessus. Et puis, chacun notre tour, on va devoir prendre une de ces tuiles pour la poser dans notre cité pour, bien entendu, essayer d'optimiser au maximum les combinaisons et puis faire que l'on va marquer un maximum de points. La grande originalité de ce jeu, c'est qu'il se joue également en hauteur, c'est-à-dire qu'on peut recouvrir des tuiles
selon certaines conditions, mais on peut commencer à faire un deuxième étage, puis un troisième, puis un quatrième, voire il paraît jusqu'à 5 étages. Alors Parce nous, que nous, on était voilà, loin d'être là. nous mais- on n'a fait que 2 étages. Il a dit que dans les premières parties des gens, c'est quasiment tout le temps 2 étages. C'est vraiment ce côté original parce que plus l'élément est haut, plus il rapportera de points. Maintenant, c'est Ouais. vrai que personnellement, je l'ai mis en 6. Je l'aurais mis sans doute beaucoup plus haut si je ne connaissais pas Cascadia. Mais pour moi, Ouais. je retrouve vraiment beaucoup d'éléments de Cascadia dans ce jeu, avec finalement toujours les mêmes conditions pour marquer les points, c'est-à-dire que Ouais. ce sera toujours la même chose. Et sans doute que la personne qui aura un peu l'habitude de jouer va marquer peut-être beaucoup plus de points que les autres. Là où Cascadia, alors oui, si vous avez l'habitude de jouer à Cascadia, bien entendu que vous risquez d'avoir plus de chances de marquer des points que ceux qui ne le connaissent pas. Mais dans Cascadia, il y a plein de façons de marquer des points différents que l'on peut mixer entre eux. On peut aussi faire des objectifs avec des choses interdites ou obligatoires dans la pause, ouais, qui apportent sans doute plus de rejouabilité que dans Acropolis, mais à nouveau, j'ai beaucoup aimé la partie. Si je n'avais pas Cascadia, peut-être que je l'aurais même acheté sur place directement. Ouais. Le matériel est très très bon, hein. L'épaisseur des tuiles est assez impressionnante. Ben, Donc, d'ailleurs, il nous disait que le gars qui nous a présenté le jeu, il Oui. nous a dit que la raison pourquoi on peut pas le dépuncher, ce jeu-là, c'est que les tuiles étaient tellement grosses que s'ils avaient fait des cartons de dépunch, ça aurait pris exactement. toute la boîte. Exactement. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est un jeu que je recommande. Si vous Ouais. n'avez pas de Cascadia, ça vaut peut-être la peine de tester les deux pour faire votre choix. Si vous avez Cascadia, vous pouvez acheter Acropolis. Vous aurez aussi du plaisir. Moi, pour l'instant, je ne l'achète pas parce qu'aussi, il faut arrêter de vouloir tout acheter tout de suite. Laissons peut-être un petit peu de temps, hein, parce que, de nouveau, il y avait tellement de jeux sur ce festival, il y a tellement de sorties annoncées qu'on ne peut pas tout jouer, on ne peut pas tout tester. Il y a des jeux, on les joue une fois, 2 fois, on se dit « Ah, c'est certain, ce jeu, je vais l'acheter, il est Ouais. génial. » Après, quelques semaines passent, puis finalement, on l'oublie. On l'oublie. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois avec certains jeux. Donc là, je me dis, Acropolis, on verra. Si on en parle toujours dans une année, peut-être que je me dirai, tiens, c'est peut-être le moment de passer à Acropolis et puis de vendre Cascadia. On verra. Ouais. Donc un super Pourquoi jeu, pas. mais voilà, un peu trop proche de Cascadia pour moi, pour que je l'achète tout de suite, car Cascadia, je l'ai depuis pas très longtemps. Ouais. Moi, mon numéro 6, c'est pas Acropolis, c'est Captain's Ouais. War. Je pensais. Donc, tu pensais bien, hein? Ouais. Ça, je pense que ça a été la plus grosse différence dans le sens que moi, en tout cas, j'ai hâte de voir où toi tu l'as mis, mais je pense que toi tu l'as apprécié peut-être un poil plus que moi. Juste moi, un poil. juste un poil. Captain's War, c'est donc un jeu de roll and write où il va y avoir pas mal de confrontations. Ça a été, je pense, le premier jeu qu'on a fait quand on était sur Oui. le festival. Ouais, Et tout à puis, fait. c'est un qu'on avait voulu tester à Cannes. Hein, tu te souviens, on en Oui, avait parlé et puis pas réussi. on n'avait pas eu l'occasion. Donc, on était assez content de pouvoir y jouer. On y a joué à 2. Ce qui, je crois, n'est pas sa configuration idéale. Et puis d'ailleurs, je pense que même toi, tu as eu certain. la confirmation de Mhm. Tom que c'est pas la meilleure config. Ah, lui, il m'a dit « Ah, mais il faut y jouer à 5 ». Et je pense que là, Ouais. effectivement, ça met tout un autre intérêt. Alors, je pense déjà 4, hein, c'est nettement suffisant. Il n'y a pas forcément besoin d'être à 5. Mais vas-y. Comme je ce te qui est un laisse peu continuer. le thème de cet épisode, ce n'est pas un mauvais jeu. Je suis pas en train de dire que j'ai pas aimé Captain's War, mais je commence vraiment, surtout avec les... Comment dire? Je commence vraiment à être lassé des flip and write ou des roll and write. Je trouve qu'on en a beaucoup. Et puis, il faut vraiment se démarquer pour que ça m'attire. Et puis là, je me dis, au final, est-ce que c'est si différent que toutes les autres que j'ai dans ma collection? Ok, oui, il y a cet aspect de on va un peu à la guerre un contre l'autre, mais dans notre cas à nous, c'était est-ce que tu m'attaques? Non. Est-ce que toi tu m'attaques? Oui. Tu sais, c'était pas, je sais pas, ça m'a pas amené quelque chose que je croyais qu'il me manquait dans les roll and write. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce format de jeu-là, mais simplement d'avoir un roll and write avec des combos comme toutes les roll and write et puis d'y rajouter du combat, c'est pas quelque chose qui m'a... je sais pas. Comme je dis, si c'était pas du fait que j'avais cette lassitude des roll and write, peut-être que j'aurais bien aimé, mais dans le cas comme c'est là, je me vois mal y rejouer, disons. Ok. Ou alors, c'est vrai que... Alors, moi, je suis quand même
plus positif par rapport à ça, parce que je pense très clairement qu'on n'était pas dans la bonne configuration pour y jouer. Et je pense qu'il peut y avoir une assez bonne ambiance autour de la table quand on y joue à plusieurs. J'aime aussi assez ce concept où on lance les dés et puis celui qui lance les dés met de côté un dé que les autres ne pourront pas utiliser parce que tout le monde va devoir se servir de 2 dés de tous ceux qui ont été lancés et seul celui qui lance va pouvoir exploiter celui qui le met de côté. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi stratégique, qu'est-ce que je laisse aux autres ou qu'est-ce que je leur empêche de prendre. Et puis il y a aussi tout un concept assez intéressant où on prend des pièces d'or. Ces pièces d'or nous permettront d'acheter des pirates, par exemple, pour pouvoir après attaquer ou mieux se défendre quand on nous attaque. Il y a aussi cette collecte de ressources qui nous permettent après de débloquer des niveaux sur des pistes de course, parce que les premiers qui arrivent à remplir une piste va marquer plus de points que l'autre. Donc il y a beaucoup d'éléments à regarder, à faire avancer. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé. Et oui, je pense qu'il peut vraiment être fun à plusieurs. Et pourquoi pas être justement le roll and write que l'on sort quand on est 4 ou 5 joueurs. Ouais, mais c'est vrai que je te comprends, quand on était juste les deux, on a fait un peu dans notre coin, on regardait par rapport aux dés, mais on n'a pas eu des moments Voilà, on s'est dit waouh, ça change vraiment des autres roll and write. Maintenant, j'ai entendu dire aussi qu'il travaillait sur une extension avec l'ajout d'un plateau. Donc ça m'a fait penser à un autre jeu dont on va parler tout à l'heure. Et là, ça peut être aussi intéressant de se dire ok, on part de ce roll and write là, et puis on va l'amener ailleurs pour amener, d'après ce que j'ai compris, un petit côté Jamaïca aussi dans les attaques avec du déplacement de bateaux et tout ça. Donc j'attends de voir, et pourquoi pas aussi de se dire tiens, j'ai acheté 2 Flip and Write et Roll and Write là ces derniers jours. Donc jouons à ces 2-ci sans parler encore des précédents comme Welcome to the Moon, etc. Et puis Captain Soir, je vais regarder aussi vers quoi il va se diriger. Puis s'il y a cette extension avec plateau, pourquoi pas aussi l'acheter à ce moment-là. Donc je pensais revenir avec du festival. Finalement, je l'ai laissé sur place, mais je lui donne encore d'autres chances et j'aimerais bien le jouer à plus. Ouais. Donc voilà, moi je l'avais mis en 5. Voilà. Tu l'avais mis en 5, ouais. Exact. Moi, mon 5, c'est un jeu qui... tu l'as dit juste avant avec... c'était quoi déjà ton ah oui, avec Acropolis, tu disais, je me vois mal avoir Acropolis et Cascadia. Je me vois mal avoir Heat et puis avoir Flamme Rouge. Donc Heat, c'est mon numéro 5. C'est un jeu de course de voiture qui est fait par les mêmes auteurs qui ont fait Flamme Rouge. D'ailleurs, je ne le savais pas avant la fin de ma partie, puis tout le long de ma partie, je me disais, mon Dieu, il pourrait presque avoir des droits d'auteur qui ont été violés pendant cette... d'ailleurs, tu m'as bien fait rire quand tu l'as sorti, parce que moi, je savais effectivement que c'était le même auteur que Flamme Rouge, puis c'est vrai que là, si ça n'avait pas été le même auteur, il y aurait eu de quoi crier scandale, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que on retrouve beaucoup des mêmes éléments, il va y avoir cet aspect d'aspiration quand on est derrière, d'être bien placé, on a des cartes qu'on va devoir jouer à certains moments pour pouvoir se défaire du reste du groupe. La grosse différence ici avec Flamme Rouge, c'est que on a un plateau qui est stable, il sera réversible, il y aura deux pistes dessus. Non, il y a même 4 pistes, je crois. Donc il y aura 2 plateaux qui seront réversibles. Donc on n'a pas ce petit casse-tête à faire lors de la mise en place pour essayer de tout mettre les tuiles ensemble. Je sais pas à quel point c'est quelque chose qui va peut-être faire que les gens vont l'acheter plutôt que l'autre. Moi, ça m'a jamais dérangé, ce petit casse-tête au début. Je trouve que ça rajoute beaucoup de choix, d'options sur qu'est-ce qu'on peut faire comme piste. Moi, il y avait aussi une grosse différence avec Flamme Rouge que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont aimé, mais moi, bizarrement, j'ai moins aimé. C'est que pour ceux qui connaissent Flamme Rouge, vous savez, on a 3-4 cartes, genre des 9, c'est les plus grosses cartes qu'on peut avoir. Si on les utilise, c'est fini, on les a plus pour le reste de la partie. Fait qu'il y a cet aspect de les utiliser au bon moment. Tandis qu'avec Heat, c'est un peu plus comme un aspect de deck building, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini notre défausse, on les remélange puis on les remet ensemble. Donc c'est possible que tu repioches 3 fois de suite tes grosses cartes. Après, t'as moins ce gros écart. Je crois que les plus grosses cartes qu'on avait, c'était des 5. Donc on avançait beaucoup moins vite sur cet aspect-là.
Mais je trouve qu'il n'y avait pas quelque chose d'assez différent pour que je me lance dessus. Après, si je ne connaissais pas Flamme Rouge, puis si c'est pas un jeu que j'appréciais, peut-être que j'aurais été super wow, trop cool comme jeu de course et tout, parce que je sais que j'ai entendu beaucoup de personnes en parler en bien de ce jeu-là. Puis à chaque fois, j'avais l'impression que quand je leur disais, mais est-ce que tu connais Flamme Rouge? Il y en a plusieurs qui me disaient non. Donc je me dis, peut-être que c'est juste pas un jeu pour moi. Mais encore une fois, on parle ici d'un jeu qui est très bon, qui fonctionne très bien, mais qui va juste simplement pas rentrer dans ma collection. Bah écoute, moi je l'avais mis en 4, hein, Hit. Très franchement, celui qui a Flamme Rouge depuis que Flamme Rouge existe, qui l'a bien fait tourner et qui l'apprécie, là, moi je dis il faut foncer sur Hit, que vous aimiez ou non finalement la course automobile, parce que on n'aime pas forcément tous les courses de vélo, et puis on peut adorer Flamme Rouge. Il est quand même un petit peu plus, pas expert, mais un peu plus joueur que Flamme Rouge. Hein. Il y a plus d'éléments quand même. Ouais. Il y a des vitesses aussi, qu'on peut être en 1, 2, 3, 4. Il y a des incidents si on veut vite rétrograder. On peut faire tout d'un coup des têtes à queue. Donc il y a des éléments pour aborder les virages qui sont assez intéressants. C'est vrai selon la vitesse que tu as, ça va déterminer le nombre de cartes que tu peux jouer. Et puis suivant à quel niveau du levier de vitesse on est, si vous êtes au niveau 3, vous devez jouer 3 cartes. Donc c'est des cartes avec des points qu'on va additionner. Donc c'est par exemple vous jouez un 4, un 2 et un 1, vous vous retrouvez avec 7. Donc vous allez avancer de 7 cases. Mais il faut faire attention parce que si vous êtes à 6 cases du virage et puis que c'est un virage que vous ne pouvez pas aborder avec plus de 3 points, si vous le dépassez si vous passez ce virage avec une valeur de 7, eh bien là vous allez avoir 4 pénalités. Et ces pénalités sont représentées par des cartes de surchauffe, et si vous n'en avez plus assez, eh bien là vous partez en tête à queue, et puis vous devez redémarrer en première vitesse, et puis vous redémarrez avant le virage. Donc ça peut être à mon avis très punitif, et peut-être ne pas réussir à remonter après le retard que l'on a, mais on a quand même vraiment était très proche. Donc l'ambiance Flamme Rouge où on est un peu tous les uns derrière les autres, on se dépasse, on se repasse, etc. Il a été de nouveau, il s'est très bien huilé, c'est très bien fait. Oui. Il y avait certains éléments aussi qu'on n'a pas utilisés, qui peuvent être aussi ajoutés pour, c'est ce qu'il nous disait, pour amener d'autres éléments. Donc un Flamme Rouge version 2 dans l'univers de l'automobile. C'est un très très bon jeu. Moi là je vais pas le prendre tout de suite, surtout que Flamme Rouge j'y avais joué avec ta copie. Je m'en suis acheté une dernièrement, donc je vais pas tout de suite passer à Hit, mais je vais guetter quand même sa sortie. Je vais regarder tout ce qu'il y aura dans cette boîte, et puis si un jour je le prends, il remplacera Flamme Rouge, parce qu'il n'y a pas tellement de raison effectivement d'avoir les deux. Dans sa ludothèque. Mais c'est vrai qu'une chose, on n'en avait pas parlé encore, mais ça c'est quelque chose que j'avais trouvé cool quand le gars, parce que là il était encore en mode prototype le jeu, quand il nous expliquait que la version finale va avoir 4 plateaux. Il y a un mode Grand Prix, si on veut, un peu comme genre dans Mario Kart, le fait de ta position dans la course 1, elle va dicter le nombre de points que tu vas faire pour là, ensuite à la course 2. Donc à la fin des 4 courses, on va regarder qui a le plus de points, puis cette personne-ci est gagnante. Après, je sais pas si je me verrais faire 4 parties de suite de ça, mais si on fait seulement sur un tour, c'est pas vraiment si long, hein. On parle de peut-être une 20-25 minutes dans ce coin-là. Donc je me dis, ça pourrait être cool, c'est vraiment, t'as des amis qui sont vraiment fans de ce jeu-là. Ouais, ça peut amener un petit élément, tu sais, si on sait que t'as gagné la première partie, là tout le monde est comme, ouais, faut surtout pas le laisser gagner. Je pense que ça peut devenir un peu plus compétitif. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que si quelqu'un me proposerait ça, je dirais pas non. Ouais, tout à fait. Pareil pour moi. Voilà, donc ça c'était mon numéro 5. Toi, moi c'était mon 4, donc toi c'est bien. Ok, puis ton 5. Bien. Mon 5, moi c'était Captain Soir. Ah oui, of course, oui. Je crois que c'est toi qui a pas encore cité Acropolis, non? Ou je me trompe? Oui, c'est ça. Alors moi, Acropolis est en 4. Voilà. Tu vois, finalement on a les 3 mêmes aux 3 premières places, et puis les 4 autres à la suite. Pas tout à fait dans le même ordre, mais ça se tient. Ouais, c'est ça. Donc, Acropolis, on en a parlé déjà. Moi, la seule chose que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai, hein, moi, j'ai tout le long, même juste la mise en place, j'ai tout de suite pensé à Cascadia. Déjà parce qu'on commence avec des tuiles
spécifiques, comme dans Cascadia, puis après ça, on place la rivière au milieu. Vraiment, la mise en place, je me dis c'est le même jeu. Mais la seule place où je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est que je trouve que cet aspect de mettre des tuiles un par-dessus l'autre, ça te crée un deuxième genre de casse-tête qu'on n'avait pas dans Cascadia. Ça, c'est sûr, et puis ouais. bien sûr, si c'était exactement pareil, il y aurait sûrement des problèmes. Mais j'avoue que ça, c'est le seul truc que je me suis dit, intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que le jour où je serai tanné de jouer à Cascadia, là, je me dis, ben pourquoi pas à Acropolis, puis Dieu sait que d'ici là, il y en aura 12 autres de ces jeux-là, mais C'est le problème, j'ai trouvé ouais. que c'était quand même assez original, cette idée de réfléchir, parce que, en fait, t'as des décisions des fois vraiment crève-cœur à prendre, parce que tu vas devoir recouvrir une tuile que toi tu pensais, tu misais un peu dessus en te disant, non, celle-ci, je vais la garder, ça va me faire plein de points, puis en fait, pour pouvoir faire encore plus de points, il va falloir que limite t'en scrapes une, parce que tu vas poser une tuile par-dessus. Donc, ça me forçait à prendre des décisions des fois que j'avais pas nécessairement l'habitude de prendre dans des placements de tuiles. Parce que d'habitude, on se dit, ça c'est placé dans ma ville, maintenant ça reste là. Non, là, il faut quand même se dire, des fois, il faut sacrifier des choses. Donc, ça, j'ai trouvé assez cool. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 4. Parce que je pense franchement de tous les 4 jeux qu'on vient de nommer, celui qui a le plus de chances qu'il se retrouve dans ma ludothèque, je pense c'est Acropolis. Donc voilà, ça c'était mon numéro 4. Très bien. Donc on rentre dans le top 3, on va voir si on a le même top 3. Quel est ton numéro 3, ça a des chances. Alors mon numéro 3 est un flip and write du nom de Get On Board. Ouais. Voilà, donc c'est bien que tu le retrouves ici. Moi, je l'ai chez moi. J'y ai joué sur BGA, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Je n'y ai pas encore joué en vrai, je me réjouis de le ressortir. L'originalité de ce flip and write, c'est qu'il est accompagné d'un plateau sur lequel tous les joueurs jouent sur ce plateau en même temps. Et puis, on peut quand même pas mal se bloquer. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Même si on est quand même très concentré sur ce que l'on fait, ce que font les autres peuvent avoir quand même une implication dans des pénalités, voire l'impossibilité de passer. Donc là aussi, plus on va être nombreux à jouer, plus on va pouvoir se bloquer et plus ça risque d'être intéressant et fun. Mais voilà, j'ai bien aimé ce concept de flip and write où on place nos petits... Alors là, on n'est pas comme dans Next Station London, on n'est pas au niveau du métro, mais on est au niveau des bus. Voilà, on fait des lignes de bus où on va devoir aller prendre à des arrêts des personnes âgées, des étudiants, des hommes d'affaires, des touristes, et puis les faire passer devant les bâtiments qui les intéressent. Donc l'étudiant, c'est plutôt les universités, l'homme d'affaires, c'est des buildings, Wall Street. Le touriste, c'est des lieux touristiques. Et puis plus on en fait passer devant ces lieux, plus on va marquer de points, mais on a également chacun un objectif caché, c'est que notre ligne de bus relie 3 points sur la carte. Donc si on arrive à relier ces 3 points et à faire encore combiner les personnes que l'on va prendre ou on va les faire passer, on va bien entendu marquer de plus en plus de points. Et puis chaque carte retournée présente une combinaison de routes que l'on va pouvoir faire. Donc ça peut être passer 2 fois tout droit, 2 lignes droites, ou alors une ligne droite et un virage, ou une ligne droite et 2 virages, et puis ça nous donne une indication sur ce que l'on doit emprunter comme chemin pour notre tour de jeu. On n'a jamais les mêmes configurations en même temps, donc ça c'est plutôt intéressant, parce qu'on a des cartes, des plans différents de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça ? On peut quand même changer, donc on n'est pas obligé et bloqué de faire ce que la carte nous indique, mais bien sûr que si on change, ça nous fait utiliser un joker, ça nous fait perdre des points. Donc là, j'ai envie de dire, on se retrouve vraiment, pour tous ceux qui ont aimé Welcome to, vous devriez adorer ce Get On Board, parce qu'on retrouve certaines similitudes, et on retrouve, je pense aussi, encore plus de similitudes avec le Welcome to Las Vegas, que je n'avais testé que sur BGA, où on a aussi un déplacement de limousine, si je dis pas de bêtises, mais il était très prise de tête. La Get On Board, je trouve qu'il se joue bien, il se joue assez vite, on a plaisir à placer ces petits bâtonnets, donc moi j'ai beaucoup aimé ce flip and write, et c'est pour ça que ces deux, entre Next Station London et Get On Board, pour moi c'est un peu une sorte de nouveau souffle dans les jeux à cocher, où j'ai de nouveau plaisir à jouer.
Ben, moi, c'est aussi mon numéro 3. Je vais pas nécessairement en rajouter plus que ce que tu as dit, mais une chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que moi, je trouve que visuellement aussi, je trouve qu'il claque. Il y a vraiment ce côté un peu comme des vieilles publicités de l'époque, là, donc on dirait des vieux cartoons un peu à la Jetsons ou quelque chose comme ça. Donc moi, je trouve que déjà, je suis content de l'avoir dans ma ludothèque. J'aime bien l'exposer, je le trouve très joli. Puis je sais que c'en est un que je vais facilement pouvoir sortir. Et ben, comme tu l'as dit, hein, cette idée qu'on joue tous sur le même plateau, ça fait qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, ce qui est un peu souvent le problème avec ces roll and write. Donc moi, je suis très content de l'avoir maintenant dans ma ludothèque, ce Get On Board. Donc voilà, et je sais pas trop quoi d'autre en dire, vu que tu l'as très très bien expliqué, mais j'ai adoré ma partie, et puis même si j'ai perdu lamentablement contre toi, mais voilà. Encore, c'est vrai qu'au niveau des victoires... On va bientôt aborder un jeu que tu as gagné. Ouais, le seul que j'ai gagné. Le seul. Donc, je pense qu'on a en effet les mêmes 3-2-1. Donc, je vais te laisser dire le numéro 2. Le numéro 2, bah écoute, après il va bien falloir aussi que tu parles peut-être un petit peu plus. Donc, je peux le nommer, puis comme ça, après, tu le présentes si tu veux. Mais oui, bien sûr. Alors, on n'a peut-être pas le même, hein, mais moi, en numéro 2, j'ai mis Age of Champagne. Voilà, Champagne. Exact. Donc, pourquoi est-ce qu'on le met ici? Techniquement, on l'a pas découvert à Paris Ludique parce que c'est un prototype qu'on vous a déjà parlé. On a fait une partie avec Benji il y a quelques semaines, mais on l'a mis dans nos découvertes parce que en fait, on avait fait une règle faux. Donc, il y avait une règle que j'avais faussement expliquée. Et ça a changé quand même pas mal la partie. Donc, la partie qu'on avait fait avec Benji, on avait fini avec des scores de, je pense que j'avais 45 et puis Benji avait gagné avec 62. Alors que là, on était les 4 autour de 90, donc 90 points dans ce coin-là. Donc, vraiment, ça a changé énormément la partie. On a eu le plaisir de pouvoir y jouer avec le créateur. Donc, il y avait Christophe qui était là à côté de nous, qui nous disait quoi faire et tout. D'ailleurs, en parlant de jolies rencontres, c'est toujours un plaisir de voir l'équipe de Age of Champagne, hein, qui est, à la base, ne sont pas nécessairement des créateurs de jeux, mais des gens qui ont travaillé dans le champagne, donc dans la création du champagne. Donc, c'est super intéressant de voir eux qui ont pris toute cette... ces connaissances-là pour les mettre dans le jeu, puis vraiment se coller à la thématique, puis à chaque fois qu'on me demandait « mais pourquoi ça c'est comme ça », puis là il l'expliquait, ça a vraiment été cool. D'ailleurs, c'est une partie qu'on a fait avec un nouveau membre de notre communauté Joutus, donc Jeff, on le salue en ce moment. Donc ouais, Age of Champagne, c'est un jeu que vraiment j'ai tellement hâte de voir le produit final. Je trouve que c'est vraiment un beau projet ce jeu-là. Si vous ne nous avez pas encore entendu parler de Age of Champagne, c'est vraiment un jeu... c'est impossible de pas faire la comparaison avec Viticulture, même si il y a beaucoup de choses qui sont pas pareilles, mais c'est sûr que vous le voyez, première partie, vous allez dire « Ah oui, il y a quand même beaucoup d'éléments de Viticulture », parce que bien sûr, les deux, c'est des jeux de programmation, on va essayer de mener nos petits raisins à terme pour devenir du champagne qu'on va vendre. Donc bien sûr, ça reste comme c'est l'est. Par contre, il y a un niveau beaucoup plus expert, parce que la programmation, il faut vraiment s'y coller. Et puis, c'est vraiment dur dans le même tour de réussir à amener tous ces éléments-là à fruition. Donc, voilà, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Puis on a un peu dit à la blague pendant le podcast. Et puis Christophe, il nous a un peu rappelé parce que lui, il l'avait entendu. Il a dit « Ah, mais moi j'attends encore cette fameuse journée où vous allez faire une partie de Viticulture, Age of Champagne et Vinos. » Donc, je sais pas si ça va être dans cet ordre-là parce que je pense qu'on va peut-être crever. Donc, à voir si on réussit à faire cette partie-là. Parce que je sais que entre nous trois, on a les 3 jeux, donc on devrait être capable de faire ça. À voir, à suivre. Mais c'est vrai que c'était très sympa. Moi, je pensais qu'on avait fait plus d'erreurs que ça quand on y avait joué la première fois. Mais c'est quand même une grosse erreur. Oui, c'était effectivement une grosse erreur qui nous bloquait pas mal. Là, il y avait même quelques éléments supplémentaires. Donc, nos ouvriers, hein, parce que c'est du placement d'ouvriers que l'on pose, c'est des bouchons de champagne. Des jetons bonus, c'est des opercules qui sont sur les champagnes, je sais plus si ça s'appelle comme ça, en métallique. Donc c'est vraiment très sympa. C'est vrai que on va dire qu'il y a moins de hasard, hein, moins d'aléatoire que dans Viticulture. Ouais, parce qu'il n'y a pas ces cartes événements. Ouais, toutes les cartes finalement, aussi les cartes régions qu'on peut comparer aux cartes raisins, hein, les cartes sont visibles, donc il y en a 4 qui sont visibles, on voit aussi les 4 qui vont passer après, et c'est vrai que ça, en y pensant, c'est quelque chose qui
qui aurait pu être très facilement aussi mis dans viticulture. C'est-à-dire plutôt que d'avoir une pile verte face cachée où on décide de prendre du vert, mais on ne sait pas quel vin on a. Et puis si on veut absolument du blanc, on en tire 3 de suite, on n'a que du rouge. Ça peut arriver. Là, comme ce qui là, est c'est arrivé pas dans le cas. la partie de viticulture. Exactement. Et là, c'est vrai que viticulture, on pourrait très bien imaginer que les cartes ne soient pas face cachée, mais face visible. Et puis c'est l'ordre du jeu. Ça ajouterait encore un peu plus d'importance à l'ordre du tour que l'on sélectionne. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait se faire sur viticulture assez facilement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Comme tu dis, on le compare évidemment, mais en tout cas, on leur souhaite vraiment du succès pour la campagne Kickstarter. Ouais. De toute façon, nous, on va... marcher. Oui, bien sûr. Puis nous, on va vous tenir au courant de quand ça va ouvrir cette campagne-là. Donc, c'est pas la dernière fois que vous allez nous entendre parler de Age of Champagne. Il y aura sûrement aussi éventuellement une vidéo sur la chaîne. Là, étant donné que moi, j'ai un prototype qui, bien sûr, a l'air d'un prototype. Donc, c'est beaucoup de papier et tout. Je voulais pas nécessairement montrer le jeu encore parce que c'est difficile de se défaire d'une première impression. Donc, on va attendre d'avoir une plus belle boîte. Mais voilà, c'est tout pour Age of Champagne. On passe d'un prototype à un autre prototype. Voilà, écoute, je vais te laisser l'annoncer parce qu'on sait qu'on a le même numéro 1, donc on a été quand même très proches. Donc, quand je vous dis en entrée qu'on n'avait pas nécessairement eu des gros coups de cœur, pour moi, c'est juste que je voulais pas vous le spoiler, mais voilà. Les numéros 2 et numéro 1, c'est des coups de cœur pour moi, mais Age of Champagne, je le connaissais déjà à peu près. Et puis, notre numéro 1, c'est aussi un prototype, donc je trouve ça dur de dire que c'est un coup de cœur pour moi, un prototype, parce que bien sûr, il y a des choses qui vont peut-être changer et tout. Mais notre numéro 1 commun à moi puis David, c'est un jeu qui s'appelle Ancient Knowledge. Donc, on a eu le plaisir de rencontrer le créateur, donc qui s'appelle Rémi Mathieu, qu'on salue parce que je sais qu'il est un fan assidu du podcast. D'ailleurs, moi, j'étais assis à ma place dans l'espace pro et puis c'est lui qui est venu me voir puis « Hey Mathieu, comment ça va? » Puis moi, j'avais aucune idée qui c'était parce qu'on a échangé sur Facebook, mais il n'y avait pas son visage comme photo de profil, donc je savais pas qui c'était, voilà. Et puis donc, quand je l'ai reconnu, puis on a vraiment discuté assez longtemps, je lui ai dit « Ah, mais pourquoi tu me montres pas ton jeu Ancient Knowledge? » Parce que lui, il nous a envoyé une boîte de ce jeu-là, mais on n'avait pas encore pu y jouer. Puis moi, j'adore quand quelqu'un peut m'expliquer un jeu, puis je suis pas obligé de lire toutes les règles. Donc, on a réussi à faire une partie, moi et David. Et puis vraiment, j'ai vraiment eu un effet wow avec ce jeu. Donc Ancient Knowledge qui va sortir chez Yellow Expert. Donc, c'est quand même une belle gamme, hein, parce que si on regarde les jeux qui sortent chez Yellow Expert, souvent, c'est des jeux qui sont assez populaires. Donc, on était très content de voir qu'il a réussi à rentrer dans cette gamme-là. Oui, puis c'est son premier jeu, hein. Puis d'ailleurs, qui est son premier jeu. Ouais, donc ça me fait un peu penser à Ark Nova, où l'auteur, c'est aussi son premier jeu. Puis là, pour son premier jeu, il signe quand même un Yellow Expert. Puis Yellow Expert, c'est pas très vieux, hein, cette gamme. Et quand on voit tous les jeux qui ont été dans cette gamme jusqu'à maintenant, c'est quand même un sacré gage de qualité. Et on lui souhaite vraiment le même succès que les précédents. Tu vois, parce que si on réfléchit juste comme ça, sans regarder le liste ou rien, on a Narak, on a Bitoku, on a la Cathédrale le Dilemme Rouge. du Roi. Ouais. La Cathédrale Rouge. Donc, toi, c'est des beaux gros jeux. Donc, j'étais très content de voir qu'il a réussi à rentrer dans cette gamme-là. Et puis, franchement, on voit pourquoi. Hein. Le jeu, tout de suite, quand il nous l'a expliqué, il y a vraiment une mécanique assez originale. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette partie-là. Et puis, j'ai tellement hâte de le voir en boutique et tout. Je pense qu'en plus il y a une direction artistique qui s'en vient assez intéressante, donc c'est de loin la fois où je suis le plus excité de voir la sortie d'un prototype parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment faire le buzz, ce jeu-là. Je dis pas que les autres jeux qu'on a testé des prototypes vont pas le faire, mais celui-ci, j'ai vraiment l'impression de pouvoir être un peu un devin avec une boule de cristal puis de dire, ce jeu-ci, je pense qu'il va vraiment faire plaisir l'année prochaine. Donc, j'ai très hâte de voir le cheminement de ce jeu-là. Donc, Ancient Knowledge de Rémi Mathieu. Ouais. Non, c'est vrai que ce qui est super intéressant, c'est de la gestion de main de cartes. Alors, ça peut nous faire penser à certaines choses. Hein. Il n'y a pas de draft comme dans It's a Wonderful World ou comme dans Seven Wonders, etc. Mais on a des cartes qui se combinent entre elles, donc pour avoir plus de points. Et puis, il y a une ressource, mais une ressource qu'on ne veut pas avoir parce que c'est une ressource qui est dans le déclin, de ruine un peu. Donc, c'est vraiment intéressant de réussir à jouer des cartes fortes, mais sans pour autant avoir ces fameuses ressources qui vont être des points négatifs en fin de partie. Donc toutes les cartes aussi ont des actions, donc c'est clair que la découverte du jeu
va demander un petit peu de temps. Les gens qui vont y jouer pour la première fois, ça pourra faire penser peut-être, alors il est moins expert, hein, mais Everdell, qui est un jeu moins expert, il y a quand même pas mal de choses à apprendre si on veut bien dans le fonctionnement des cartes. Là on se retrouve un peu là-dedans, ou un Ark Nova justement, parce que la pile de cartes elle est comme dans Ark Nova, il y a énormément de cartes, donc voilà, c'est super intéressant avec une ligne de temps. Franchement il va falloir le suivre de très très près, parce que ça annonce un très très bon jeu. Il l'est déjà et je pense qu'il va que s'améliorer d'ici sa sortie, et on sait que Rémi travaille déjà sur une voire plusieurs extensions, donc voilà, un très beau projet. C'est toujours bon signe. Exactement, oui. Et puis, donc ça, c'en est un que j'ai assez hâte de le faire essayer à Benji, parce que aussitôt que j'ai fini ma partie, je me suis dit, ça va vraiment être dans ses goûts, je crois, ce côté un peu civilisation. Exactement, oui. Oui, parce qu'après, à part l'espace, il aime beaucoup tout ce qui est civilisation antique, etc. Puis là, alors on est clairement là-dedans. Ouais. Donc, j'ai très très hâte de voir où ce jeu va aller. Et puis, ça a été mon coup de cœur du festival Paris est ludique. Voilà. Pareil pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié de lui demander s'il allait avoir un mode solo. En tout cas, il me semble que c'est marqué 2 à 4 joueurs. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de mode solo. Mais bon, les temps qui courent, c'est quand même quelque chose que l'on voit très très régulièrement. Donc, à voir si ça va être rajouté d'ici la sortie ou pas, ou dans l'extension. On verra ça. Et on aura sans doute l'occasion d'échanger avec lui aussi. Ouais, Dieu sait que notre ami Martin Montreuil, il va en créer un petit mode solo. Ah oui, si ça n'existe pas, il va faire un challenge, exactement. Puis donc, voilà, ça c'était vraiment nos expériences du PEL. On va peut-être juste aussi annoncer, alors nous y serons pas, mais du 13 au 24 juillet, il y a le Flip de Parthenay qui va se dérouler dans les rues de la ville. Donc ça aussi, c'est un festival qui, paraît-il, est vraiment très très sympa, avec une ville en fait autour du jeu, plein de lieux différents pour jouer. Si vous allez sur le site du Flip, vous ouvrez le programme, donc la brochure en PDF du programme, il y a énormément de choses qui va se passer tous les jours, donc on leur souhaite aussi un beau succès. Ça va être pendant plus d'une semaine, 11 voire 12 jours, donc vraiment plein succès aussi au Flip, et puis peut-être qu'on s'y rendra l'année prochaine, on va savoir. Ouais, à voir, ouais. C'est vrai qu'après, les enchaîner tout un après l'autre, c'est comme pas facile, c'est un peu compliqué. C'est rarement juste à côté de chez nous, en plus. Donc, juste avant de finir, on va faire nos jeux qui nous font de l'œil. Je te laisse commencer, David. Oui, alors j'ai hésité à prendre un jeu qui était au PEL, mais auquel on n'a pas joué. Puis finalement, j'ai eu envie de vous parler de Colossus. Colossus, c'est un petit jeu solo de Youssef Fari. Donc Youssef Fari, je vous en ai plusieurs fois parlé. C'est aux éditions Alone Editions. C'est lui-même en fait, il fait tout seul. C'est chaque fois un projet sur Kickstarter. C'est toujours des modes solo, sauf Dreamers qui était un mode collaboratif. Je vous en ai parlé principalement avec Way of the Samurai et surtout The Road que j'avais mentionné dernièrement. Voilà de retour avec un nouveau projet qui marche très très bien, un très bon lancement. Et puis c'est des tout petites boîtes bien remplies, toujours très bien pensées, et souvent avec des mécaniques différentes. Et là c'est le deck building, donc c'est un jeu solo deck building, un puzzle game où on va devoir réussir à monter un peu en compétences pour combattre un monstre final. Donc les Martins en ont déjà parlé sur leur podcast. Les deux ont vraiment beaucoup apprécié ce jeu, parce que je crois qu'ils le reçoivent avant les autres, justement pour pouvoir le chroniquer, j'en suis même certain. Donc voilà, Youssef Fari a l'air d'avoir à nouveau réussi un très bon petit jeu solo à retrouver sur Kickstarter pour ceux que ça intéresse. Voilà. Moi, ça va être assez étrange mon choix, mais c'est un jeu que... En fait, hier matin, j'écoutais le Twitch à Théo Rivière, parce qu'on m'a dit qu'il a eu parlé de son expérience sur le podcast, donc je voulais écouter ça. Et puis, j'ai vu une boîte de jeux tourner. Puis c'est un jeu qu'on avait déjà eu parlé dans notre communauté. C'est un jeu qui s'appelle Fancy Feathers. Et puis, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est le plus récent jeu de Friedman Freeze. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup de jeux assez original. Et
il faut absolument que vous ayez voir. Je sais que là, on est dans un podcast, donc c'est difficile de visualiser quelque chose, mais la couverture de ce jeu, c'est, je pense, la couverture la plus moche de l'histoire. C'est juste une grosse tête de coq ou de pan au milieu de nulle part. La police d'écriture est moche. Il y a tout qui est moche de ça. Et puis, je me dis, pour toi, me prendre un grand créateur de jeu avec un jeu tu vois, qui est censé être 2 joueurs assez intéressant, je me demande s'ils n'ont pas fait exprès d'essayer de le faire le plus moche possible. Et puis moi, qui est quelqu'un qui est beaucoup axé sur le visuel, je suis très dégoûté par ce jeu. Son illustrateur sera du même avis que toi, de cette volonté d'avoir fait le jeu le plus moche possible. Ouais, je crois aussi, hein, parce que, je sais pas, est-ce que tu vois de quel jeu je parle, là? Non, je vois pas de quel jeu tu parles, non. Mais il fait juste taper vite fait sur Google Fancy Feathers de Friedman Freeze. Tu vas voir, ça fait... limite, ça fait presque peur. Ah oui, j'avais déjà vu en fait ce four. Je sais pas qui en a parlé, oui. Mais j'ai vu ça, ouais. Ah mais oui, Non, mais toi... Ah oui, mais il est pas sorti, ouais. Donc, puis ça, c'en est un. Et aujourd'hui, je faisais un peu des recherches parce que nous, en tout cas, le prochain festival qu'on est sûr que les deux, on va s'y retrouver, c'est SN. Donc voilà. Et puis, je regardais, il y avait un article sur Board Game Geek qui était Preview to SN. Donc, ça veut dire c'est les jeux qu'on sait qu'ils vont être là-bas, qui vont un peu faire le buzz. Puis, j'ai retrouvé ce jeu-ci. Donc, faut croire qu'il y a des gens qui sont très hype, qui sont très hâte d'essayer ce jeu-là. Puis, franchement, je pense que je vais me donner comme mission d'essayer d'y jouer à SN cette année pour faire un retour sur Fancy Feathers, qui est le jeu le plus moche de l'histoire. Voilà. Voilà, bah, peut-être qu'une fois la boîte ouverte, ça sera mieux, on verra, mais c'est une sorte de dindon, on sait pas trop ce que c'est. Hein, j'ai presque envie qu'il soit aussi moche à l'intérieur. Je veux qu'il s'y tienne tout le long. Si on l'ouvre, puis en fait il est joli, je vais être comme, mais pourquoi ils n'ont pas fait une belle couverture? Alors en tout cas, on félicite qui est-ce qui l'a fait? Harald Liske. Harald Liske. Pourtant, c'est le même qui a fait les châteaux de Bourgogne, qui a fait Puerto Rico, et puis Dominion. Donc, c'est quand même des gros jeux. Hein. Bonanza. Oui, mais c'est pas des jeux très beaux. Non, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y avait jamais personne qui a eu dit ça de ces jeux qui sont bons. Mais par contre, c'est des bons jeux qui ont bien marché. Donc voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?